Monsieur, vous êtes bien J. Léon Jean Fernand, né à Sprimont en 1929 et habitant à Sprimont. Merci. Je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction qui sont prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment, levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Merci, Monsieur Gillet. Monsieur Gillet, vous avez eu des contacts avec les familles. Pouvez-vous nous expliquer quand, à quel sujet et avec quels résultats? Oui. Monsieur le Président, avant de répondre à votre question, qu'il me soit permis peut-être de donner lecture d'une lettre qui me paraît intéressante et qui situe les contacts que j'ai eus avec les parents. Permettez que je la lise. C'est une lettre du 16 mai 1996 et je vous signale que c'était mon dernier jour de travail puisqu'aussi bien j'ai été mis à la retraite le 16 mai à minuit. Cette lettre m'est adressée par monsieur et madame Lejeune Albert à Flémal et par monsieur et madame Russo-Collet à Grasse-Sologne. Monsieur le procureur général Léon Gillet, c'est avec émotion que nous vous voyons quitter le palais de Liège ce soir en regardant le journal télévisé. À cette occasion, nous tenons à vous exprimer nos plus sincères sentiments de sympathie. Nous ne nous sommes pas toujours compris durant cette douloureuse période qui a suivi la disparition de nos petites filles. Néanmoins, croyez bien que nous avons su apprécier votre grande simplicité, votre accueil et votre écoute. Il s'agit là d'une attitude qui a forcé notre respect. Nous sommes convaincus que vous êtes et avez toujours été un homme de cœur avant tout, et que vous avez pris vos décisions en âme et conscience, même si elles ne nous ont pas complètement satisfaits. Malgré nos positions de parents brûlés vifs qui ont pu vous sembler dures, intransigeantes, audacieuses et agressives, nous tenons à vous faire savoir qu'en notre fort intérieur, nous vous aimions bien, monsieur le procureur général, tout simplement. En vous souhaitant la meilleure retraite possible, nous vous adressons, monsieur J, et peut-être pour la dernière fois, nos salutations les meilleures et les plus respectueuses, les parents de Julie et Mélissa. C'est qu'en effet, j'ai eu beaucoup de contacts avec les parents, non seulement avec les parents, mais notamment aussi avec monsieur Malmandier de Marc et Corinne, avec le comité de soutien de Julie et Mélissa. Et je crois pouvoir vous dire que ces contacts-là ont eu lieu à l'occasion de l'accès au dossier. Mais plus particulièrement avec les familles même. Julie et Mélissa. Oui, de Julie et Mélissa. En ce qui concerne les familles Julie, c'était évidemment aussi par l'intermédiaire de leur avocat. Mais les parents, Julie et Mélissa, je les ai reçus à leur demande. Et je les ai reçus, que ce soit à mon cabinet au parquet général, au palais de justice de Liège, ou que ce soit chez moi, à mon domicile, le soir, pour discuter avec eux, pour essayer
de répondre à leurs interrogations. Et par conséquent, ils étaient évidemment tracassés par le fait qu'il y avait beaucoup de pistes peut-être, pour ne pas dire beaucoup trop de pistes, et peut-être pas la bonne piste. Et j'ai essayé de les rassurer au maximum sur le travail des policiers, et j'ai été cru. Totalement, je ne le crois pas non plus, puisque aussi bien c'est vrai que les résultats n'étaient pas là, tangibles. Mais en tout cas, je puis dire que je les ai reçus. Et je croyais à la réception de cette lettre du 15 mai que nous étions compris avec les parents. Lorsque, un jour, lors d'une conférence de presse, je ne sais plus laquelle, j'ai entendu M. Russo me traiter de menteur. Et là, je dois dire que ça m'a un peu étonné parce que j'ai le sentiment de n'avoir jamais menti aux parents. Et je crois que les travaux de votre commission actuellement démontrent à suffisance que où se trouve la vérité. Et par conséquent, moi, je les ai informés en fonction des informations que j'avais et que je recevais notamment du parquet, du procureur du roi et plus spécialement de monsieur le premier substitut Ambroise, à qui je veux encore rendre hommage aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un magistrat intègre, disponible, compétent et qui a fait tout ce qu'il a pu dans ce dossier-là. Monsieur Gillet, avez-vous donné à un moment ou à l'autre votre accord aux parents quant à l'accès du dossier? Oui. Et si oui, pourquoi ne l'ont-ils pas eu par après? Sinon, pourquoi le ministre de la Justice a-t-il affirmé à la Chambre? Il a affirmé que vous aurez donné oui. l'accord pour l'accès au dossier. Monsieur le Président, il faut tout de même bien que je fasse un peu de rétroacte pour que la Commission comprenne. Et alors, mes rétroactes se trouvent dans des lettres, dans un courrier que j'avais évidemment, moi, avec Maître Issel, leur avocat. La première lettre que je voudrais vous lire, c'est celle du 1er octobre 1995 de Maître Issel. Mes clients m'ont fait rapport d'un entretien que vous avez bien voulu leur accorder ce jeudi 28 septembre en présence de M. Ambroise. Ils tiennent tout d'abord à vous remercier de l'attention réelle que vous leur avez manifestée et du souci qui est le vôtre de trouver une solution en ce qui concerne la question de l'accès au dossier, car c'est vrai qu'on essayait de trouver une solution. Ils m'ont indiqué que vous êtes engagé à reconsidérer le problème en compagnie de Madame le procureur du roi et de l'un et de l'autre de ses substituts et de me donner réponse pour ce jeudi 5 octobre. Dans ces conditions, il a été convenu de tenir en suspens d'ici là toute autre démarche relative à cette question. Et alors, autre réunion que j'ai convoquée, c'est une autre réunion du 6 octobre à 9h30, où j'ai encore convoqué les parents et Maître Issel, et où il me signale qu'il sera présent. Et lorsque se pose le problème pour la première fois de l'accès au dossier, c'est lors d'un débat télévisé, je n'en ai plus la date en tête, organisé par la RTBF Liège, auquel j'ai participé, et où a été posé par M. Russo le problème de l'article 125 du tarif criminel. Est-ce que vous allez nous donner l'autorisation d'avoir accès au dossier? Et selon une tradition bien établie, en tout cas à Liège, chaque fois qu'il y a une demande d'accès au dossier au procureur général, car l'article 125 du tarif criminel est clair, c'est moi qui ai la responsabilité et moi seul. Je ne veux pas donner ou accorder une responsabilité quelconque à quiconque d'autre que moi. L'article 125 du tarif criminel, c'est la compétence exclusive du procureur général. Donc, c'est moi. Et cela, je l'ai dit depuis toujours aux parents, lorsque nous nous sommes rencontrés, il n'y a personne
personne d'autre que moi qui puisse donner accès au dossier. C'est l'article 125. C'est une des compétences exclusives du procureur général. Mais, avant d'entamer mon examen de cette demande, il y a une tradition que je crois existe un peu partout, c'est que je demande l'avis du procureur du roi et du juge d'instruction qui, eux, sont maîtres du dossier en ce qui concerne le juge d'instruction. Et c'est ainsi que, par exemple, je reçois une lettre de Maître Issel le 31 août me demandant de pouvoir bénéficier de l'accès au dossier. Je transmets cette demande de Maître Issel au procureur du roi pour avis, qui me retransmet la demande avec en annexe la réponse de Madame la juge d'instruction du 19 septembre 1995. Les dates ont une certaine importance. Madame d'Outreau répond donc à Monsieur Ambroise. La présente fait suite à votre demande du 11 septembre 1995. Il me paraît inopportun d'autoriser les parties civiles à lever une copie du dossier répressif dans l'intérêt de l'enquête, dans le souci de préserver les intérêts des particuliers à l'égard desquels des vérifications touchant à leur vie privée ont été effectuées et compte tenu de l'hypermédiatisation de cette affaire. Il est vrai qu'en présence de ces avis-là, je n'ai jamais demandé à personne de prendre la décision à ma place, car c'était à moi de prendre la décision. Toutefois, je devais demander l'avis de ceux qui étaient sur le terrain et en fonction de cet avis, c'est vrai que, en tout cas dans un avenir très immédiat, je n'ai pas accordé l'accès au dossier. J'ai reçu à cette occasion la visite de M. Ambroise et par conséquent, il m'a donné certaines informations que je pourrais donner à votre commission, mais qui visent, comme le texte l'indique, la vie privée de certains. C'est pourquoi je vous demanderai peut-être en finale un petit huis clos pour vous expliquer les problèmes qui m'ont été soumis par M. Ambroise. Cependant, tout cela était fait en conscience, comme le dit la lettre des parents, en mon âme et conscience. Tout cela était justifié pour moi. Toutefois, je n'ai besoin de personne d'autre pour prendre ma décision. Celle-ci est tombée le 10 octobre 1995. Et cela, je vous rappelle que la lettre de Madame d'Outreau est du 19 septembre, alors que ma décision est tombée le 10 octobre 1995, et je la notifie à Madame le procureur du roi, bien entendu. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que suite à divers entretiens, notamment en présence de Madame le bâtonnier, cela, je me permets d'insister, j'ai décidé, dans le cadre de ma compétence prévue à l'article 125 du tarif criminel, d'autoriser maître l'avocat Issel à prendre connaissance des éléments du dossier instruit par Madame le juge d'instruction d'Outreau. Nous sommes donc le 10 octobre 1995. Je crois bien que là, si les choses sont claires, j'accorde la prise de connaissance à maître Issel. Il y a cependant des conditions que vous allez comprendre. Cette autorisation est assortie des réserves suivantes. Ainsi, de 1, elle ne peut en aucune façon constituer un frein aux diverses enquêtes en cours. Cela me paraît assez évident. De 2, le dossier pourra être expurgé des pièces confidentielles relatives notamment aux enquêtes actuellement en cours. Quand je dis les enquêtes confidentielles, ce sont notamment les enquêtes de moralité qui ont une relation avec la vie privée de certaines personnes. Tertio, la responsabilité personnelle de maître l'avocat Issel serait engagée en cas de manquement, et c'est pour cela que j'avais eu un entretien avec Madame le bâtonnier. Vous voudrez bien prendre les dispositions pratiques utiles avec maître Issel pour l'exécution de la présente autorisation. Avant de ce faire, vous attendrez la réponse de maître Issel qui a demandé à revoir ses clients parce que, suite à l'entretien que j'avais eu avec maître Issel et Madame le bâtonnier, maître Issel avait dit assez logiquement qu'il voulait revoir ses clients pour discuter avec eux. C'est assez normal. Alors, le 7 novembre, Madame le procureur, Monsieur Ambroise m'écrit. Je ne sais pas si je dois vous lire toutes ces lettres, mais enfin, elles ont leur importance parce que là, ce sont des écrits, ce sont des lettres.
J'ai l'honneur de vous informer de ce que différentes instructions contenues dans votre lettre du 10 octobre, j'ai, dès réception de la réponse positive de Maître Issel marque donc son accord, pris les dispositions suivantes pour lui permettre de prendre connaissance du dossier, dont mention sous rubrique. Mon office a expurgé de ce dossier, dans l'état où il se trouvait à la date du 10 octobre 1995, les procès-verbaux et pièces dont la prise de connaissance par la partie civile m'est apparue actuellement de nature à préjudicier à la suite de l'enquête et à mettre en cause le droit au respect de la vie privée d'un nombre important de personnes citées dans le cadre de l'instruction. J'envisage de déposer cette copie, etc., au service contentieux pour que Maître Issel puisse en prendre connaissance. C'est ce qui a été fait. Il a été affirmé que je n'ai pas donné l'accès au dossier alors que cette lettre date 10 octobre. Il ne s'agit donc pas d'un rapport verbal ou de propos tenus lors d'une conversation, mais d'une lettre officielle dans laquelle il est stipulé qu'ils auront accès au dossier. Je me permets d'insister sur le fait que cette lettre date du 10 octobre 1995. Je n'ai pas eu besoin de demander l'avis, vous m'excuserez l'expression, du concierge du palais de justice pour prendre cette décision. Il m'appartenait de la prendre et je l'ai prise conformément aux conditions prévues dans l'article 125. Bien sûr, j'avais mis certaines restrictions car il fallait que l'enquête puisse continuer. Le président. Monsieur Gillet, nous savons que, dans le cadre de cette affaire, vous avez eu des contacts avec des enquêteurs. Quels sont-ils? À quel propos? Et quand? Monsieur Gillet, au préalable, je voudrais, Monsieur le Président, encore ajouter 2 ou 3 choses. L'accès au dossier a donc été donné sous certaines conditions le 10 octobre 1995. Je signale également à Maître Issel et aux parents, si je me souviens bien, que Monsieur le premier substitut est à l'entière disposition des parents pour un entretien quelconque ou pour répondre à d'éventuelles questions concernant l'enquête. Quel n'a donc pas été mon étonnement de recevoir le 5 mars 1996, et je me permets ici d'insister sur le fait que le 10 octobre 1995, j'avais accordé l'autorisation et que M. Ambroise était à la disposition de Maître Issel et des parents, je reçois une lettre de Monsieur le ministre. Je lis. J'ai reçu ce 29 février le comité de soutien Julie et Mélissa. Comité que j'ai d'ailleurs également reçu et avec qui j'ai eu des entretiens constructifs. Les membres du comité ont entre autres émis le souhait d'être tenus au courant régulièrement de l'enquête. S'il est bien évidemment impossible, eu égard au secret de l'instruction, de les informer de tous les devoirs d'instruction en cours, je crois que le ministre et moi étions bien sur la même longueur d'onde, il me semble qu'un magistrat du parquet pourrait être désigné afin d'établir une communication avec les parents des 2 petites filles. Ceux-ci ont eu de très bons contacts avec Monsieur le premier substitut Ambroise. Pourriez-vous charger ce magistrat de cette délicate mission? Le contact entre le premier substitut Ambroise et les parents de Julie et Mélissa devrait se faire de manière régulière, une fois tous les 15 jours. Je vous serai obligé de me faire parvenir votre réponse dans la quinzaine. Il ne m'a pas fallu 15 jours pour répondre ce qui suit à Monsieur le ministre. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche. Je vous confirme, pour autant que de besoin, que j'ai déjà signalé à diverses reprises, tant à l'avocat qu'aux parents, qu'au comité de soutien, que Monsieur le premier substitut Ambroise était à leur entière disposition. Vous comprendrez donc que malgré tous les efforts déployés de ma part, je sois étonné d'une telle demande. En effet, à partir du 10 octobre 1995, pour moi les choses étaient claires. L'avocat pouvait prendre connaissance du dossier, mais avec des réserves, et M. Ambroise était à la disposition, pour ainsi dire, de tout le monde, pour donner les explications indispensables. D'ailleurs, il est dit par M. le ministre que ceux-ci ont eu de très bons contacts avec M. le premier substitut Ambroise. Je continue, parce que cela me paraît essentiel. En effet, et les contacts que j'ai eus avec les parents ne me laissent pas croire le contraire. Je pense que les choses sont arrangées
et qu'on a pris de bonnes dispositions pour organiser le contact avec M. Ambroise afin que la prise de connaissance du dossier s'effectue normalement. J'apprends alors que Maître Issel, ou les parents, peu importe, ont introduit une action en référé devant le tribunal de Bruxelles. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous comprenez bien qu'à partir du moment où une juridiction compétente est saisie, je dois attendre le résultat de cette action. Je n'ai pas suivi les errements de cette procédure à Bruxelles, mais j'ai lu dans la presse, voici quelques jours, qu'un jugement définitif avait été prononcé, selon lequel les parents de Julie et Mélissa ne pouvaient pas avoir accès au dossier. Vous comprendrez qu'à partir du moment où je me trouve en présence d'une action valable devant une juridiction compétente, je dois en attendre le résultat, et c'est ce que je notifie à Maître Issel. Pour reprendre les termes exacts, je cite « Par le fait que vous avez introduit une action en référé, je dois donc attendre le résultat, et par conséquent, les choses resteront en l'état. En fait, ma décision de donner accès au dossier était encore valable, mais si la juridiction compétente avait ordonné de laisser aller la pleine connaissance du dossier aux parties, je m'inclinais devant elle. En fait, je crois savoir que cette juridiction a dit tout simplement ce que j'ai dit et redit et répété depuis longtemps. C'est moi et moi seul qui avais la compétence pour accorder cette autorisation. Je l'ai donnée le 10 octobre, mais semble-t-il, cela n'était pas suffisant. Voilà en ce qui concerne l'accès au dossier. En ce qui concerne les rapports que j'ai eus avec les membres de la famille, lorsqu'ils venaient à mon cabinet, soit au palais de justice, soit à mon domicile, ils étaient toujours 4, ce qui m'intéressait d'ailleurs. Nous avons eu beaucoup de contacts. Me suis-je trompé? Je n'en sais rien. Mais il me semblait que ces contacts étaient valables, amicaux. En tout cas, on essayait de se comprendre. On essayait de faire un pas l'un vers l'autre. C'est ce qu'il me semblait. J'ai appris alors que M. Russo me traitait de menteur. Cela m'a un peu peiné, car je crois que c'est une mauvaise interprétation de sa part. Mais c'est lui qui le dira. Dernière chose, Monsieur le Président. L'habitude avait tellement été prise de part et d'autre que je recevais les parents à leur simple demande, même sans qu'ils m'écrivent ou me téléphonent au préalable. Ils arrivaient régulièrement qu'ils me téléphonent, qu'ils viennent à mon domicile ou à mon cabinet. Si bien qu'un jour, il s'est passé un incident presque bénin qui est survenu dans l'énervement. Il s'est déroulé le jeudi 9 mai 1996, c'est-à-dire une semaine avant ma mise à la retraite. Je me trouvais à Bruxelles, où j'assistais à une réunion chez le ministre. Les parents Russo se sont présentés au parquet général pour me voir. Ils avaient tellement l'habitude que j'y étais présent qu'ils n'ont pas voulu croire que j'étais absent. Un incident est donc survenu, qui m'a été rapporté par Madame Tilly. Il y a eu une scène de coups entre Madame Russo, le gendarme, et Madame Tilly. Il est clair qu'il faut mettre tout cela sur le compte de l'énervement. Cependant, Madame Tilly en a été choquée. Elle a souffert d'un hématome qui a perduré un certain temps. Madame Russo, lui ayant présenté ses excuses, l'incident est clos. Les parents Russo étaient tellement persuadés que j'étais présent à mon cabinet qu'ils voulaient absolument me rencontrer. Pourtant, je me trouvais bel et bien à Bruxelles. Le Président, vous avez eu des contacts avec un enquêteur. À quel moment avez-vous eu ces contacts? Avec quel enquêteur et à quel sujet? Monsieur Gillet, je ne pourrais pas vous renseigner sur les dates. J'ai donc été en contact avec Monsieur Lamothe. Tout le monde le sait. J'ai également rencontré Madame Bourguignon, le 4 janvier 1996. J'ai ici une lettre ayant trait à cette rencontre. Je vous la remettrai. Mais je vous en lis le contenu. J'aimerais pouvoir faire le point sur l'état actuel de l'instruction dans le dossier sous rubrique. Je vous propose le jeudi 4 janvier à 9h30 en mon cabinet. Puis-je vous prier de vous faire accompagner de tout collaborateur intéressé par ce dossier, dont M. Lamothe. J'ai donc vu M. Lamothe. Le 15 février, j'ai reçu une lettre de Mme Doutreau, lettre dont il était question.
J'ai l'honneur de vous écrire au sujet des convocations que vous avez adressées à Monsieur le commissaire Lamothe, dans le cadre de l'enquête relative à la disparition de Julie et de Mélissa. Je souhaite ici vous faire part de mon étonnement. En effet, Monsieur le commissaire Lamothe mène l'enquête sur ma délégation et je n'aperçois pas les raisons pour lesquelles vous souhaitez le rencontrer. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet? Il est donc clair, et cela je veux le dire très nettement à votre commission, il n'y a jamais eu l'ombre d'une discorde quelconque entre Madame Doutreuil et moi-même. C'est cette lettre-là qui m'a étonné. Son étonnement m'a étonné parce que je sache, Monsieur Lamothe est donc officier de police judiciaire. Et alors, il faut bien que je revienne quand même au code d'instruction criminelle, parce que c'est tout de même un texte de base. Et je vais vous lire 2 articles du code d'instruction criminelle. L'article 279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent code, sont à raison de fonction, même administrative, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement soumis à la même surveillance. Ainsi donc, je me trouve en présence d'un article 279 qui, en tant que procureur général, me donne une mission de surveillance sur les officiers de police judiciaire. Alors, je pose la question, mais je n'aurai pas la réponse. Est-ce que dans chaque dossier mis à l'instruction, je devrais demander l'accord du juge d'instruction pour recevoir un officier de police judiciaire pour exercer ma surveillance légale? C'est la question que je pose. Et pour moi, en tout cas, la réponse est claire, c'est non. J'ai donc une surveillance, même sur les juges d'instruction, en agissant en qualité d'officier de police judiciaire. Et c'est cette surveillance que j'ai exercée. Et c'est pour cela que, le 4 janvier, j'ai écrit à Madame le procureur en disant, voilà, je veux vous recevoir pour faire le point sur l'instruction, rien d'autre. Et pourquoi? Bon, parce qu'évidemment, j'ai été l'objet aussi, assez logiquement, de demandes de Monsieur le ministre qui était interpellé à la Chambre, au Parlement, sur ces dossiers, qui me demandaient, mais enfin, où en est l'instruction, qu'est-ce que vous en faites, etc. Et par conséquent, c'est pour cela que j'ai reçu Monsieur Lamothe en sa qualité d'officier de police judiciaire et dans le cadre de l'article 279 du Code d'instruction criminelle. Si j'ai outrepassé mes droits, que quelqu'un me le dise, mais pour moi en tout cas, je crois que je suis resté dans le cadre de ma compétence. Monsieur Lamothe, lorsqu'il est comparu devant la commission, a dit que lors de cet entretien, on a parlé de l'accès au dossier. Est-ce exact ou pas? Non. Oh, écoutez, il est possible que Monsieur Lamothe? Oui, monsieur Lamothe. Il est possible que j'ai dit à Monsieur Lamothe, tiens, est-ce que maintenant l'instruction serait terminée et qu'on pourrait donner l'accès total au dossier? Je n'ai jamais demandé, et je ne suis jamais, comment dirais-je, trouvé derrière un paravent quelconque. Cette décision-là, c'est moi qui devais la prendre, et moi seul. Et je l'ai prise le 10 octobre 1995. Mais, Monsieur le Président, puisque l'occasion m'en est donnée, je voudrais tout de même continuer un peu la lecture. Je vous ai dit qu'il y aurait 2 articles qui seraient lus. L'article de base, c'est l'article 279, qui me donne à moi la compétence pour la surveillance des officiers de police judiciaire. Alors, 280. Donc voilà une compétence exclusive, je dirais bien, du procureur général à l'égard des officiers de police judiciaire. Et au moment où on envisage des contrôles internes et externes du pouvoir judiciaire, il est peut-être utile, par une parenthèse très courte, que je signale quels sont les moyens qui ont été donnés
aux procureurs généraux pour exercer cette surveillance sur les officiers de police judiciaire. Et c'est l'article 280 du Code d'instruction criminelle. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira. Cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. Eh bien voilà ce que le Code d'instruction criminelle a donné comme moyen aux procureurs généraux pour vérifier certaines négligences ou pour sanctionner certaines négligences des officiers de police judiciaire. C'est donc encore une mission qui nous a été accordée aux procureurs généraux avec aucun moyen pour assurer cette mission. Voilà, Monsieur le Président, j'ai reçu, Monsieur Lamoque bien sûr, à 2 ou 3 reprises, n'est-ce pas, sur 14 mois. À 2 ou 3 reprises sur 14 mois. Et ce qu'il y avait aussi, que je dois vous dire, c'est que, en fonction de la politique que j'ai exercée pendant 17 ans, c'est-à-dire la politique de la porte ouverte à tous les justiciables, ceux qui voulaient rencontrer le procureur général, ils le rencontraient. J'ai reçu aussi des informations. Et l'information que j'ai reçue au mois de février, qui fait donc, à laquelle fait suite cette lettre-là de Madame Doutrem, j'ai reçu des personnes âgées de Grasse-Sologne, figurez-vous, qui sont venus me dire, mais attention, monsieur le procureur général, on vient vous le dire à vous, mais il y a des terres mouvantes à Grasse-Sologne. Et nous savons, nous autres, les vieux de Grasse-Sologne, qu'à un moment donné, notamment pendant la guerre, si on faisait des fouilles dans tel endroit à Grasse-Sologne, on y retrouverait des corps. Et à un moment donné, devant cette information, que je n'ai pas gardée pour moi, j'ai appelé M. Lamoque, je lui ai dit, ben, voilà, je viens de recevoir de vieilles personnes de Grasse-Sologne, de vieux habitants, qui m'ont dit cela, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà la rencontre ou les rencontres que j'avais avec M. Lamoque. Donc, ces rencontres, on doit les voir dans l'article que vous avez cité du Code d'instruction criminelle. Est-ce que vous avez eu également une réunion avec Mme Doutré, parce que vous avez le même moyen qui est prévu dans le même article, mais pas avec Mme Doutré? Non. Et là, je dois vous expliquer pourquoi. Parce que je veux bien subir tous les reproches qu'on veut me faire. Ma foi, ce n'est pas la première fois. C'est une question, ce n'est pas une... Non, mais pas... je vais y arriver, Monsieur le Président. Par parenthèse, lorsque tous ceux qui ont encore vu l'émission sur une chaîne de télévision dimanche à midi se demandent encore comment je suis encore en liberté, alors que, vous savez, ça commence à devenir une bonne habitude. Ceci étant dit, cet article 279 du Code d'instruction criminelle qui est pour moi une base légale de mon action. Cet article 279 a toujours été appliqué par tous les parquets et les juges d'instruction et tous les arrondissements de mon ressort, en ce sens que chaque fois que j'ai appelé un juge d'instruction, il est venu à mon cabinet pour discuter de dossiers quelconques d'ailleurs. Et cet article 279 a reçu une lecture un peu différente dans l'arrondissement de Liège. C'est-à-dire que l'arrondissement de Liège considère, ou les magistrats concernés, considèrent que l'indépendance du juge d'instruction est supérieure à cet article 279. Ce qui fait que cet article 279 serait donc sans relevance, sans effet, et que par conséquent, les juges d'instruction n'auraient pas à déférer à mes remarques ou à mes instructions. Je n'ai jamais donné aucune instruction à aucun juge d'instruction. Mais je constate que cette lecture-là est seule
dans le ressort de la Cour d'appel de Liège. Tous les autres juges d'instruction considèrent qu'effectivement, en leur qualité d'officier de police judiciaire, ils relèvent aussi de ma surveillance. Et par conséquent, sauf le 2 janvier, lors de la visite protocolaire pour les vœux, je n'ai jamais reçu aucun juge d'instruction, je n'ai jamais eu aucun contact avec les juges d'instruction de Liège, et cela, j'y insiste, sans qu'il y ait le moindre problème entre nous. Je n'ai jamais voulu convoquer un juge d'instruction puisque les choses sont telles à Liège. Mais j'ai convoqué d'autres juges d'instruction dans d'autres arrondissements qui sont arrivés dans mon cabinet pour avoir la conversation. Et c'est pour cette raison-là, et la situation, vous devez le savoir, a été identique avec Mme Ancia dans l'affaire Coles. Je n'ai jamais reçu Mme Ancia dans mon cabinet, mais ce qui m'intéressait avant tout, c'est qu'il y ait d'excellents contacts entre le parquet, c'est-à-dire M. Ambroise, et Mme Doutret ou d'autres juges d'instruction. Cela, c'était essentiel pour moi. Moi, vous comprenez, j'arrivais un peu plus arrière dans l'examen des dossiers. Et c'est pour cela que je n'ai jamais eu la visite et demandé la visite d'un juge d'instruction. J'ai encore 3 questions ponctuelles. La première, avez-vous envisagé la création d'une cellule Julie et Mélissa? Oui. Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas été installée? Sinon, pourquoi l'avoir refusée? Oui, vous permettez 10 secondes que je me retrouve dans mon dossier, mais ce sera vite fait. Voilà. Il faut bien que je prenne mes repères, évidemment, dans ce que j'ai vécu au parquet de Liège. J'ai créé la cellule Coles. C'est moi qui l'ai créée. Et j'ai créé cette cellule Coles en fonction d'une demande du parquet de Liège et du juge d'instruction. Parquet et juge d'instruction. J'ai créé cette cellule-là parce que j'estimais qu'il était indispensable de mettre ensemble divers services de police pour qu'ils puissent travailler en commun. Mais c'est à la demande du juge d'instruction et du parquet que j'ai créé cette cellule. Je n'ai jamais eu aucune demande semblable sur le plan de Julie et Mélissa, et par conséquent, je n'ai pas estimé devoir prendre l'initiative puisque la demande n'était pas faite. C'est une première chose. Mais je voudrais vous donner lecture, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'une lettre que j'ai écrite à Monsieur le ministre à un moment où manifestement la situation pouvait encore être revue sous un angle favorable. C'est une lettre du 8 août 1995. 8 août 1995. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'accueillir la réception de vos lettres 28 juillet, 2 août, etc. C'est Julie et Mélissa, donc. Comme annoncé dans ma lettre du 1er août 1995, j'ai reçu en présence de Madame le procureur du roi, Monsieur Malmandier, responsable de la SBL Marc et Corinne, donc avant le 1er août 1995. L'intéressé m'a fait part du contenu de l'entretien qu'il a eu avec vous en présence des membres des familles concernées. Sans entrer dans le détail des revendications de cette ASBL, il faut admettre que la problématique des disparitions fait l'objet de nombreuses préoccupations et prend une part importante dans les aspects nouveaux de la politique criminelle. À ce sujet, la médiatisation doit constituer aussi une approche de ce phénomène. Enfin, si les disparitions antérieures pouvaient ne concerner qu'un seul arrondissement, il n'en est plus de même actuellement, où l'internationalisation de la criminalité se manifeste également dans cette problématique. J'estime qu'il est temps d'obtenir une information très poussée sur ce phénomène, et je vous demande si le service de la politique criminelle ne pourrait être chargé de cette étude.
En ce qui concerne plus spécialement le dossier Julie et Mélissa, j'ai marqué mon accord de principe sur la réalisation d'un reportage reconstitution télévisé, sous réserve de l'accord de Madame le juge d'instruction. Les modalités pratiques seront mises au point entre les enquêteurs, le SGAP et la RTBF sous la direction de Madame le juge d'instruction. J'envisage enfin de mettre messieurs les magistrats nationaux sur l'aspect international des recherches. Peu après le 15 août, je serai en mesure de vous faire parvenir un rapport plus complet. Ainsi donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le 8 août 1995, je dis qu'il faudrait pousser par le service, je propose le service de la politique criminelle, il y a peut-être d'autres moyens, et je dis qu'il y avait une reconstitution qui était envisagée par la RTBF et que je marque mon accord sur cette reconstitution. Et je dois bien constater, et c'est ce que je dis le 10 août 1995 à Monsieur le ministre, je vous signale qu'interrogée par le parquet, Madame le juge d'instruction n'a pas estimé pouvoir donner son accord sur ma proposition d'un reportage reconstitution par la RTBF. Je ne puis que prendre acte de cette décision, mais je tenais à vous en informer sans délai. Je ne critique en rien les décisions de Madame le juge d'instruction, mais c'est pour vous dire que dans tous les actes de procédure ou toutes les demandes qui m'étaient faites, je voulais en tout cas avoir l'avis du parquet et du juge d'instruction. Et si Madame le juge d'instruction refusait, pour moi, je devais refuser également. Deuxième question ponctuelle. Qui supervisait l'enquête de Julie et Mélissa au parquet général? C'était moi. C'était moi. C'est vous-même. J'ai toujours pris pour habitude de superviser les dossiers difficiles. Alors, troisième... C'est pour cela d'ailleurs que je convoquais M. Lamoque et Mme le procureur du roi, etc. Troisième question ponctuelle. Qu'avez-vous constaté lors de votre visite à Europol en novembre 1995 par rapport à l'affaire Julie et Mélissa? Interpol. Europol. Interpol. Oh, pour Interpol. Pardon. Bien. Les 30 et 31 octobre 1995, nous avons été, le Collège des procureurs généraux et les magistrats nationaux ont été invités à Interpol Lyon. Et on nous a donc fait visiter les bureaux, les services, etc. Et nous sommes arrivés au service disparition. Et dans ce service disparition, je dis, c'est l'occasion, puisque nous avons la disparition de Julie et Mélissa, voulez-vous bien prendre ce dossier-là, et qu'avez-vous fait? Et alors, Monsieur Mercier, qui était le chef de service disparition à Interpol, et qu'on a retrouvé par la suite en Belgique d'ailleurs, Monsieur Mercier a recherché, m'a dit, écoutez, il n'y a rien en ce qui concerne Julie et Mélissa. J'ai appelé le magistrat national, M. Van Doren, et je lui ai dit, bon, il y a un problème ici. Hein. Et dès notre retour, c'est-à-dire le 2 ou le 3 de novembre, après la Toussaint, M. Van Doren a pris contact avec le SGAP et m'a recontacté par la suite en disant, effectivement, il ne s'est rien passé au niveau Interpol, parce qu'il semble qu'au niveau Schengen, il y ait eu quelque chose qui a été fait. Et alors, M. Van Doren amendement, puisque, en tant que doyen du Collège des procureurs généraux, c'était moi qui avais, je vais dire, la compétence des magistrats nationaux. J'ai demandé à M. Van Doren de continuer cette enquête-là, et on est arrivé à Grasse-Sologne, je crois, mais malheureusement, je vais dire trop tard, puisqu'aussi bien, semble-t-il, l'officier ou le sous-officier qui devait s'occuper de ces disparitions à Grasse-Sologne était mort, était décédé accidentellement, que sais-je. Et par conséquent, on n'a jamais pu me renseigner sur les circonstances dans lesquelles cet avis de disparition n'avait pas été transmis à Interpol. Mais c'est en fonction du constat que j'ai fait à Interpol que, alors à ce moment-là, Interpol a... pardon, oui, c'est qui m'échappe. Les signalements, pardon, excusez-moi,
les signalements ont été faits donc à Interpol. Alors la dernière question, et je me rends compte qu'elle est délicate, mais enfin, vous avez quand même la surveillance, même sur un juge d'instruction, mais dans sa qualité d'officier de police, policier, oui. Il y a un dossier à charge de l'époux du juge d'instruction. Est-ce que ça a eu une influence sur sa relation avec la gendarmerie, sur la qualité et la quantité de son travail, ou sur sa position comme juge d'instruction? Aucune, Monsieur le Président. Je suis formel. Ça, je suis formel sur cette réponse. Aucune. Et comme je suis formel pour vous confirmer encore qu'il n'y a jamais eu le moindre litige entre Madame Doutreuil et moi-même. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à Monsieur Gier? Meneer Annemans. Il y a une traduction, monsieur. Oui, oui. Deze commissie die heeft de benaming Dutroux-Nihoul en consorten. Est appelé Dutroux-Nihoul et consorts, et vous aurez pris connaissance d'un certain nombre d'articles de presse. Et là, je m'adresse à l'ex-procureur général de Liège, et non pas au père de quelqu'un qui est cité dans cette affaire. Alors, de quelle manière êtes-vous informé d'une emprise que M. Nihoul aurait eue sur les discussions et la manière de traiter l'affaire à Liège? Aucune. Je n'ai pas connu, je ne connais pas et je ne veux pas connaître M. Nihoul. Je n'ai jamais eu aucun contact avec M. Nihoul. Dat was niet mijn vraag, of niet de precieze inhoud van mijn vraag. Ce n'était pas vraiment ma question. Ma question était, avez-vous connaissance d'une influence éventuelle que M. Nihoul ou l'un de ses consorts aurait eue sur la manière dont le droit ou la justice était rendue à Liège ou dont les questions judiciaires étaient traitées à Liège? Je ne peux pas m'exprimer autrement. Connaissance. Tout d'abord, Nihoul est inconnu à Liège, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu aucun dossier au nom de Nihoul à Liège. En Guffens? Ah, Guffens. Et Guffens? Vous me demandez tous les noms, évidemment, des dossiers de Liège, mais en ce qui concerne Nihoul, il n'y a jamais eu, le nom de Nihoul n'a jamais été cité dans aucun dossier à Liège. Voilà. Ik herhaal nogmaals dan op een andere manier geformuleerd mijn vraag. Je répète ma question, mais je la formule différemment. Serait-il possible que M. Nihoul soit impliqué dans le paiement de certains magistrats en fonction des jugements qu'ils auraient rendus? Donc, est-ce que c'est possible? Vous savez ce qui est apparu dans la presse pour le moment. On m'a dit qu'aujourd'hui, par hasard, il y avait cette page dans une presse, je ne sais pas laquelle, je ne la lis pas. Et alors, je puis dire qu'il n'y a eu aucune influence quelconque de Nihoul dans quoi que ce soit sur le plan liégeois, de la justice liégeoise. Et si mes informations sont bonnes, puisque vous citez le nom de Guffens, je ne connais pas le dossier Guffens, mais on m'a dit qu'en appel, on venait d'un jugement de 3 ans de prison en première instance et qu'en appel, il avait eu 4 ans. Mais je ne connais rien d'autre dans ce dossier-là, et en tout cas, Nihoul n'est jamais intervenu à Liège en quoi que ce soit. Je ne sais rien vous dire d'autre, c'est non. C'est non. Bon, dan kan ik niet anders dan even het persartikel van Alors, vandaag. je ne puis que me référer à l'article qui est apparu aujourd'hui dans le Financial Economy State, où l'on dit que M. Nihoul avait une influence sur la justice liégeoise, puisqu'il existe une déclaration de M. Nihoul où celui-ci déclare que les pions de Coles au parquet de Liège lui demandaient 5 millions de francs pour influencer une affaire qui était en justice. Et Nihoul a pu aller de l'avant parce qu'on avait peur qu'il ne révèle certaines choses. Alors, est-ce que c'est une affabulation ou est-ce correct? C'est de la fabulation. Voilà, dank u wel. Collègue de Crolly. Général, je voudrais savoir
aussi pu parcourir le dossier répressif. Quelles sont ces informations particulièrement sensibles ou critiques que le dossier comporterait et qu'il n'était absolument pas possible de communiquer aux familles? Parce que moi, pour le peu que j'ai pu consulter, je n'ai rien relevé de particulièrement sensible. Ou alors on n'a pas l'ensemble des données du dossier. C'est pour ça, monsieur le collègue, que j'ai demandé le huis clos. Je vous donnerai les explications. Collega Van Duit. Meneer de procureur-generaal, ik denk dat Monsieur le je de... procureur général, je crois que vous avez très bien fait d'indiquer à notre commission quelles étaient vos compétences en tant qu'autorité de contrôle, de surveillance sur les officiers de police judiciaire. Et je ne vais pas aborder votre relation avec le juge d'instruction. Dans le cadre Franchimont, nous allons sans doute aborder cela et pour augmenter ses pouvoirs. C'est un débat que je ne vais pas avoir ici, mais les officiers de police judiciaire sont aussi des membres de la gendarmerie qui peuvent judiciaire, il est officier de la police judiciaire. Il peut rédiger des PV, il est officier de police judiciaire. C'est bien ça. Alors, ma question est la suivante. Nous venons d'apprendre par un officier de la gendarmerie qu'il peut se poser un problème lorsqu'un commissaire de la police judiciaire au sens d'un corps différent, lorsqu'un commissaire de la police judiciaire est nommé chef d'enquête, un problème se pose pour la gendarmerie parce que cette personne n'a pas d'autorité sur les membres du corps de gendarmerie. Et cet officier ajoutait, une telle personne ne peut donc avoir qu'un rôle de coordinateur parce qu'en réalité, elle n'a pas de compétence d'emprise sur l'enquête. Et c'est ainsi que le dossier Julie et Mélissa a été géré par la gendarmerie avec une coordination au niveau de la police judiciaire. Vous-même, en convoquant M. Lamocq ou dans d'autres circonstances, avez-vous entendu parler de problèmes de coopération? Vous a-t-on jamais appelé à l'aide dans le cadre de votre activité de surveillance? Et dans un sens plus général, arrive-t-il qu'un procureur général, dans le cadre de sa compétence de surveillance sur l'enquête judiciaire, convoque un membre du corps de gendarmerie? Je comprends qu'il convoque souvent un membre de la police judiciaire, mais convoque-t-il aussi un gendarmerie, mais un officier de police judiciaire de la police communale? Vis-à-vis de la gendarmerie, vous n'avez jamais exercé cette surveillance. Mais si on me l'avait demandé, je l'aurais exercé, sûrement. Donc, si on vous avait signalé qu'il y avait un problème dans l'établissement d'un PV, par exemple, ça appartiendra à vos compétences d'intervenir. Sur base de l'article 279. Mais, je le répète, avec les moyens qui me sont donnés. Je voulais y revenir. Vous avez été très complet et vous avez fait remarquer que vous avez cette compétence légale, mais dans votre contact, vous nous avez aussi indiqué que vous n'aviez jamais eu les moyens. J'ai bien saisi le message, mais ceci m'amène à vous poser la question suivante. Combien de fois avez-vous demandé les moyens au ministre de la Justice? Monsieur Landoit, je n'ai pas compté le nombre de fois que le Collège des procureurs généraux a attiré l'attention des ministres au pluriel.
de la Ah, justice what? sur ce manque de moyens que nous avions par l'article 280. Maar, want dat is belangrijke informatie voor ons. C'est une information importante pour nous. Que vous manque-t-il pour pouvoir exercer cette compétence légale dont vous disposiez depuis des années? Je vais m'expliquer. Donc, en fait, le procureur général a deux compétences à l'égard des officiers de police judiciaire. Cette première compétence de l'article 279-280, qui est une compétence uniquement c'est important, sur le plan de la mission judiciaire. Et voilà, je vous l'ai dit, le moyen que nous avons, c'est-à-dire en fait le gros doigt. C'est la remontrance, c'est ça, c'est le gros doigt. Et nous avons une autre compétence sur le plan disciplinaire, mais le plan disciplinaire est autre chose, est un autre aspect. C'est une attitude d'un officier de police judiciaire, bon, par exemple, qui est ivre en service. Ça, c'est du disciplinaire. Et là, nous avons une compétence beaucoup plus large sur le plan des moyens. Et c'est cela que nous avons toujours essayé de faire comprendre au Collège des procureurs généraux, c'est que sur le plan de la mission judiciaire, qui est une mission essentielle, ce sont les PV, etc., nous avions ce petit moyen. Et sur le plan disciplinaire, alors nous pouvions peut-être aller jusqu'à la révocation, pourquoi pas. Et c'est cela, c'est cet dysfonctionnement entre les deux dispositions que nous avons mis en évidence, et nous avons toujours dit aux différents ministres, car ça remonte déjà assez loin, que nous donner un pouvoir comme cela, à nous, procureurs généraux, avec ce moyen-là, si ce n'était triste, c'est risible. Et nous étions dans l'impossibilité d'exécuter ces articles-là, car supposons, dans l'exemple que vous avez pris, qu'il y aurait eu un PV faux, ou que sais-je, manquant, que sais-je, nous ne pouvions que convoquer l'intéressé, lui dire, écoutez, il ne faut plus recommencer, savez-vous. Était-ce adéquat? Ou bien fallait-il trouver peut-être d'autres formules à l'égard de ces officiers de police judiciaire qui avaient manqué à leur devoir? Et c'est cela qu'au collège, nous avons mis en évidence fort régulièrement. C'est que c'est vrai, lorsqu'on lit les articles 200, surtout l'article 279, qui est formel, c'est un article de base sur le plan de la surveillance des officiers de police judiciaire, mais lorsqu'on va plus loin, à l'article 280, on dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire si, à un moment donné, nous devons appliquer cet article 279, c'est-à-dire la remontrance? Maar als ik even mag, mijn redenering zou zijn... Si vous le permettez, mon raisonnement serait suivant. Si vous aviez exercé cette surveillance légale sur des membres de la gendarmerie qui exercent cette activité judiciaire, dans le cadre de cette possibilité judiciaire, vous avez tout de même la possibilité de passer des informations à l'autorité de contrôle, qui a les moyens, l'autorité disciplinaire. Vous comprenez que ces manquements-là, ce n'est pas le procureur général qui va les trouver comme ça, il faut qu'on les lui signale, bien entendu. Hein. Il fallait que je sois saisi, moi, de manquements, lesquels je n'en sais rien sur le plan de la mission judiciaire des officiers de police judiciaire. Ce n'est pas moi qui devais les trouver. Moi, j'étais le dernier échelon, si vous voulez, pour trouver une formule pour mettre fin à ces manquements. Maar dus, gelet op het feit dat u van oordeel bent, ik heb geen middelen of ik kan Mais geen comme gevolg vous geven. pensez que vous n'avez pas les moyens, que vous ne pouvez pas exécuter cette surveillance que vous avez sur la gendarmerie n'a pas été exercée. Si. Je l'ai exercé chaque fois qu'on me l'a demandé, si. Enkel op aanvraag. À la demande uniquement. Vous savez, monsieur Landuit, moi, je ne vais pas faire le tour des brigades pour voir qui fait un faux procès-verbal ou un mauvais. Dit valt mij alleen maar op. In Mais vergelijking, ça me frappe. Ik maak alleen maar de vergelijking. Je compare De leden van deux choses. de rechterlijke politie. Les membres de la police judiciaire, vous les contrôlez, vous les convoquez, mais vous ne le faites pas pour les membres du corps de gendarmerie, dans le cadre de la même compétence légale. Mais non, je veux rectifier, hein, monsieur Landuit, il y a malentendu. Je l'aurais fait aussi bien pour la gendarmerie que pour la police communale que pour la police judiciaire si j'avais été tenu au courant des manquements.
Ça c'est clair. Je n'abandonne pas, enfin, je n'abandonnais pas ma compétence de l'article 279 à l'égard de la gendarmerie, mais encore fallait-il que je sois tenu au courant et qu'on me signale les manquements. Donc, si un juge d'instruction vous avait indiqué un problème, vous l'auriez exercé. En d'autres mots, une dernière question. Vous avez cette possibilité de surveillance de la gendarmerie si on les place dans le cadre d'une enquête judiciaire. Pour les officiers de la police judiciaire. Alors, les officiers de police judiciaire qui travaillent au BCR, vous avez donc un droit de surveillance. Mon ressort. Donc là, ce serait pour tout ce qui se passe dans votre ressort, dans votre district. Aussi sur les officiers qui travaillent au BCR. Ce serait mon collègue de Bruxelles qui serait compétent pour statuer sur ces manquements-là, s'il y a des manquements et qui lui sont signalés. Donc, si un membre du corps de la police judiciaire avait des plaintes concernant le travail du BCR ou des plaintes au niveau d'un juge d'instruction, il faudrait le signaler au procureur général qui donne alors le pouvoir d'exercer son droit de surveillance. Et de telles plaintes, vous n'avez jamais reçu, du moins pendant l'existence de la BCR. Vous avez fait état de ce que Maître Issel avait été, aux conditions que vous déterminiez, autorisé à prendre connaissance du dossier d'instruction, oui, avec évidemment des restrictions. Quand vous l'autorisez à prendre connaissance du dossier d'instruction, c'est un dossier évolutif. Oui. Puisque le dossier est alimenté par une instruction en cours. Oui. Bon. Donc ça veut dire que périodiquement, il pouvait aller le consulter. C'est bien cela que ça voulait dire. Oui, oui, oui. Oui. Alors, ce que je ne comprends pas, Maître Issel va assigner. Moi, si je suis avocat, et si j'ai l'autorisation d'aller consulter le dossier à des conditions, avec des réserves, je n'ai aucune raison d'assigner. À votre avis, pourquoi a-t-il assigné? Oui, évidemment, il faudrait peut-être lui poser la question. Mais j'ai été aussi assez étonné, mais il faut vous dire que ce qui nous a séparés, les parents et moi, dans l'autorisation que j'ai donnée le 10 octobre 1995, c'est qu'en fait, j'ai demandé, j'ai chargé M. Ambroise, comme on a dit, d'expurger le dossier de certains éléments, et ça je m'en expliquerai à huis clos, et que les parents, via Maître Issel, ont toujours estimé qu'ils avaient droit à la totalité, à la prise de connaissance totale du dossier, et même d'en obtenir la copie. Autre question à ce sujet. Est-ce que Maître Issel a quand même pu consulter concrètement, ou a-t-il consulté concrètement ce à quoi autorisation avait été donnée? Il y est allé. Je suppose bien, parce que donc Monsieur Ambroise, voilà, Maître Ambroise a écrit, Monsieur Ambroise a écrit à Maître Issel le 13 novembre 1995. Je voudrais vous informer que suite à la décision de M. le procureur général de vous accorder un accès limité au dossier, actuellement instruit par Mme le juge d'instruction d'Outrèves et relatif aux faits dont mention sur rubrique, mon office a pris les dispositions nécessaires pour y satisfaire. Actuellement, une copie des pièces auxquelles vous aurez accès a été réalisée. Cette copie sera dès ce lundi 13 novembre 1995 à votre disposition au service contentieux de mon office, où vous pourrez personnellement consulter le verdict. Donc il n'y a pas eu d'obstacle, je dirais. C'est parce que je me suis dit, entre la décision du procureur général et l'exécution, il y a peut-être eu un frein. Non, c'est-à-dire qu'on a dû faire les copies. On a dû réaliser les copies. Alors, autre question. Je sais que mes parents ont été perturbés à
lorsqu'il rencontre Madame Bourguignon, qui est procureur de droit, et qui, avant qu'on ne connaisse le dénouement, leur présente ses condoléances. Ce qui les a évidemment choqués et peinés à la fois. Comment peut-on expliquer cette déclaration? Moi, je ne puis pas expliquer, je ne suis pas Madame Bourguignon, mais en tout cas, je peux donner mon interprétation des choses. S'il y a bien un magistrat qui a été peiné par cette phrase-là, c'est bien Madame Bourguignon. Mais connaissant l'intéressé, j'adopte la thèse qui a été défendue hier par Madame Dutreuil. C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Elle a voulu présenter ses regrets, le partage de la peine, etc. Et elle a sorti cette phrase malheureuse qu'elle reconnaît évidemment. C'est évident. Et elle en a été fort peinée. D'ailleurs, elle me l'a dit directement, elle m'en a fait part directement en disant, écoutez, qu'est-ce qui m'a pris? Alors, en vous entendant, je me suis rendu compte que les mauvaises relations, on peut les qualifier de mauvaises entre les parents et Madame Dutreuil, évidemment, apparaissaient aussi à votre égard dès lors que vous convoquiez M. Lamoque, puisqu'elle vous a écrit. Et d'autre part, quand vous êtes sollicité pour autoriser la consultation du dossier, elle émet un avis négatif. Oui. Basé notamment sur le comportement des parents, semble-t-elle exprimer, ou l'attitude, le respect de la vie privée des témoins dans l'enquête de moralité. Donc manifestement, on sent qu'elle est cabrée à l'égard des parents. Ça, je n'en sais rien, je n'ai jamais eu aucun contact avec elle, donc je ne peux pas affirmer ni l'un ni l'autre aspect des choses. Je ne sais pas. Mais il est vrai que le secret de l'instruction, il existe, et que par conséquent, lorsque j'ai pris cette décision du 10 octobre 1995, j'en étais évidemment fort conscient aussi. Parce que, oui, j'aurais pu moi aussi recevoir un retour de cette décision-là en disant qu'est-ce que vous faites du secret de l'instruction? Car vous êtes avocat, monsieur Lequel, vous savez bien que le barreau n'a pas souvent accès au dossier pendant l'instruction. Mais quand on me dit et qu'on affirme que je n'ai pas donné l'accès au dossier, je m'inscris en faux. Le 10 octobre 1995, je n'ai pas attendu 96. Mais ce qui est quand même très curieux, donc vous convoquez M. Lamoque, je trouve ça tout à fait normal. Il est logique qu'il vienne rendre compte. Il y a l'article 279 du Code d'instruction criminelle, et vous êtes quand même le PG, c'est-à-dire celui qui a autorité sur, je dirais, toute la structure du parquet et donc aussi sur la police judiciaire. Il y a un contact permanent avec M. le ministre. Ben oui, et en plus vous devez faire rapport au ministre en fonction de toutes sortes de situations, ne serait-ce que des interpellations qui ont lieu ici à la Chambre, et le ministre doit répondre. C'est quand même un peu bizarre que la juge d'instruction prenne quand même sa plume pour protester. Je vous signale que je n'ai pas répondu à la lettre. Je n'ai pas répondu. Que vous ne voulez pas envenimer les choses et que ma seule réponse aurait été vous voulez bien prendre connaissance de l'article 279 du Code d'instruction criminelle. Censé le connaître, évidemment. Non, je n'ai pas répondu. Alors maintenant, sur un tout autre domaine, donc, vous avez dit aussi que vos juges d'instruction, dans le ressort de la Cour d'appel, sur base de l'article 259 ou 280, étaient appelés à vous rendre visite, sans violer le secret de l'instruction, mais dans le cadre d'une information indispensable, mais que dans le ressort de l'arrondissement judiciaire de Liège, ce n'était pas le cas. Oui. Était-ce cette attitude un peu surprenante, qui n'est pas le cas à Namur ni dans le Luxembourg, était-ce le fait c'est le président du tribunal qui a décidé ça? Je répondrai à huis clos aussi. Alors, dernière question maintenant. Donc, par exemple, j'ai reçu M. Comelio. C'est Namur. Pardon? C'est Namur. C'est Namur, oui, mais pour vous dire que j'ai reçu M. Comelio dans le dossier de Michel. Et que pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, les autres arrondissements judiciaires, sauf celui de Liège, vous adoptez cette technique. Mais c'est pour donner un exemple que j'ai reçu M. Comelio un jour. J'ai demandé à M. Comelio, en toute civilité, que vous ne vouliez pas passer chez moi, parce que je me rends bien compte que le statut du juge d'instruction, vous aussi d'ailleurs, puisque la commission franchement veut le modifier, je me rends bien compte qu'ils sont d'abord juges, avant d'être officiers de police judiciaire peut-être, et
c'est pas acquis, moi. Hein. Alors, ma dernière préoccupation maintenant, le BCR a donc récolté pas mal d'informations sur Dutroux. Il les a organisées. C'est un suspect. On réunit le 9 août 4 BSR en fonction d'une réunion que préside, que suscite. C'est le BCR qui convoque d'ailleurs à cette réunion du 9 août. On va monter l'opération télé. Et M. Ambroise, ça c'est certain, et Mme Doutrève ne sont pas avisés par un procès verbal, par un rapport écrit. M. Ambroise n'en sait même rien verbalement. Mme Doutrève aurait reçu quelques bribes d'informations sur Dutroux. Est-ce que c'est une façon normale de travailler au niveau de la gendarmerie et du BCR que de ne pas transmettre un rapport écrit, à votre estime, en fonction de votre expérience? Je crois que tout acte judiciaire dans un dossier de mission judiciaire doit faire l'objet d'un PV. Je crois que le principe est clair. Sauf si le juge d'instruction donne des instructions contraires au service de police. Mais d'une façon générale, le PV, c'est évidemment la façon de parler de l'officier de police judiciaire. Alors, c'est incompréhensible en l'espèce qu'il n'y ait pas eu de PV pour moi, ça, je suppose. Bonjour. 3 questions. Lors de la première audition de Mme Doutré, je lui avais demandé si j'avais eu vent de cette histoire d'Interpol. J'avais eu vent de l'histoire d'Interpol. Alors, elle m'avait répondu que le 25 du 6, il y avait eu un signalement national. Le 26 du 6, un signalement international. Donc, je suppose que c'est Schengen. C'est Schengen. Et le 6 du 7, ça c'était pas elle, puisqu'elle était, sans doute, je sais pas, je crois que c'est Mme Reinders, Interpol, un signalement à Interpol. Mais que, comme Schengen était fait, Interpol, ça ne servait pas. Mais manifestement, ça n'a pas été fait, puisque vous avez découvert le train. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit par M. Mercier, qui était le chef de division à Lyon, à Interpol. Ben ouais. Mais alors, moi, je ne comprends pas bien. Pourquoi est-ce que s'il y a Schengen qui marche, pourquoi faut-il faire Interpol en plus? Parce que Schengen est moins étendu que Interpol. Interpol est donc une institution privée, policière privée, mais avec 166 pays membres. Tandis que Schengen, par définition, si c'est donc vous reconnaissez qu'il fallait le faire, évidemment. Ah ben, c'est évident, on l'a fait. Alors, justement, j'en arrive à la deuxième question. Le 8 août, vous avez dit que vous écriviez vous écriviez une lettre intéressante au ministre de la Justice sur l'aspect international de la problématique. Oui. Alors, pourrais-je savoir si vous en avez fait part, par exemple, à Mme Doutré ou à d'autres juges d'instruction, à d'autres enquêteurs, à la limite? Non, parce que c'était donc une correspondance entre le ministre et moi. Personnel, d'ailleurs, j'avais mis personnel. Et alors, il faut savoir aussi que moi, j'envisageais de mettre les magistrats nationaux, puisqu'ils dépendaient de moi, sur l'aspect international, je vais dire. Pourquoi l'aspect international? Parce que là, ils étaient compétents parce que j'allais leur demander, tandis que sur le plan national, les magistrats nationaux ne pouvaient venir qu'à la demande du procureur du roi ou du juge d'instruction. Ça, c'était un principe formel du travail et de la mission des magistrats nationaux. Et par conséquent, j'en ai parlé à M. Van Doren, surtout après l'histoire de l'Interpol Lyon. Nous avons attendu, ils ont attendu d'être contactés pour pouvoir intervenir. Et Mme Doutré vous a dit ici qu'elle n'avait jamais pensé aux magistrats nationaux. Un autre exemple, nous sortons un peu du trou, appellement quand même. Neuchâteau a fait appel aux magistrats nationaux, ils sont venus. Mais parce que, en fait, la stratégie mise en place à Liège va tout à fait à l'encontre de cela, puisque le mot d'ordre avait été donné par le juge d'instruction de tout ce qui était suspect locaux. En principe, c'était les officiers de police de Liège, et puis les autres, les extra-locaux, c'était les services extra-locaux. Donc ça va un peu à l'encontre de cette vision, je dirais, plus ouverte de la recherche et qui manifestement, par ailleurs, a porté ses fruits. Je dois vous faire un aveu, M. Moriot, c'est que je ne sais pas s'il y a un dossier. Merci.
Alors, justement, ça induit ma troisième question, et qui me perturbe un peu, parce que moi, je voudrais savoir, l'article 279 ne vous donne pas de moyens. J'ai très bien compris. Moi, je ne suis pas avocat comme vos collègues. Donc, mais, alors, on est quand même confronté. Qui doit surveiller? Qui a le pouvoir? Quelle instance peut surveiller les gendarmes? Attendez. Dans l'instruction, hein, donc, dans l'instruction judiciaire. D'une façon générale ou dans ce dossier? Non, dans l'instruction judiciaire. Dans l'instruction judiciaire, les gendarmes sont des officiers de police judiciaire, donc ils tombent sous le coup de l'article 279, mais je reviens encore à ce que j'ai dit à M. Landeuil. Il est évident que mon article 279 me donne compétence pour les convoquer, etc., entamer une procédure. Ben, évidemment, il faut que j'en sois averti. Oui, d'accord. Vous comprenez que si je ne suis pas averti, moi, je n'ai rien fait. Donc nous avons d'une part une situation où on a, dans le cas d'espèce, une gendarmerie qui a une indépendance de facto, on peut le dire ainsi. Et alors vous avez dit tout à l'heure qu'à Liège, les magistrats avaient une vision, mais vraiment extrême, de leur indépendance, sacro-sainte. Oui. Donc on a d'une part des magistrats qui ont cette vision d'indépendance, des gendarmes qui ont une vision d'indépendance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien compris? Ah oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu pour principe un très grand principe qui ne se trouve pas dans le code pénal ni dans le code d'instruction criminelle. J'estime qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, et dans trois plutôt que dans deux. C'est pour ça que j'ai toujours été un homme de dialogue et que j'ai toujours essayé, dans toute la mesure du possible, de réunir autour de moi ou autour d'autres magistrats les personnes intéressées par un dossier. Parce que c'est le briefing, paraît-il qu'on appelle ça. Moi, je n'appelle pas ça. J'appelais ça une réunion de travail. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait sortir toutes les idées qu'on avait sur un dossier. Bien, cela a été fait dans d'autres circonstances. Ici, je ne me suis jamais imposé, je n'ai jamais demandé pour participer à une réunion de travail quelconque, puisque la situation est telle. Mais donc, M. Gillet, ça induit forcément comme corollaire, cette situation, qu'une enquête ne peut aboutir que s'il y a volonté d'aboutir, compétence et bonne volonté. Et dialogue. Et dialogue. Communication. Moi, je m'excuse de le dire, enfin, je parle de moi, mais je suis un homme de dialogue. Je crois que beaucoup d'idées sortent d'une réunion de travail. Il ne faut pas que les réunions de travail durent longtemps. Je suis d'accord avec vous, mais pour qu'il y ait dialogue, il faut des réunions de dialogue. Collega Van den Bossen. Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee punctuele vragen, maar ik wil daar nog eens op aansluiten. J'aurais deux questions ponctuelles, mais je voudrais revenir à ce qui a été dit. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que vous invitez le procureur, enfin c'est ainsi que j'avais compris, vous invitez nominativement le procureur sur l'état d'avancement du dossier, c'est ainsi que j'ai compris, et il vient avec M. Lamoque. Mais M. Lamoque, en fait, n'a pas très peu de choses à dire sur ce qui se passe dans ce dossier, le déroulement de ce dossier. Moi, j'arrive à la conclusion, c'est que c'est M. Gillot qui détermine ce qui se passe dans le dossier, parce que M. Lamoque dépend de l'information que M. Gillot lui donnera bien sur l'état d'avancement du dossier. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'apporte M. Lamoque, alors. Oui. Donc, si je puis répondre immédiatement à votre première question, on le sait maintenant, ça. Mais en 1995 ou 1996, qui le savait? Mais maintenant, on le sait. Même pas M. Lamoque. Ah, vous comprenez bien que M. Lamoque, pour moi, c'était un commissaire de police judiciaire. Donc, à première vue, c'était tout de même, et à seconde vue aussi, parce que M. Lamoque est un bon policier, n'est-ce pas? Ça, je le confirme. Hein. Et donc, moi, vous savez, je me trouve en présence du commissaire de police judiciaire. Je n'ai pas à demander, mais à Grasse-Sologne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, etc. J'ai devant moi mon officier de police judiciaire, appartenant à la police judiciaire. Ben, ça me suffit pour avoir les renseignements, ceux dont j'ai besoin, sur l'état de l'instruction. Rien d'autre. Je ne demande jamais à M. Lamoque de faire une enquête sur ceci, une enquête sur ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle du juge d'instruction.
Encore une deuxième question. Est-ce que les dossiers au sujet des disparitions, et à un certain moment, il y en a quand même dans différents arrondissements, alors est-ce qu'il y a des dossiers qui sont en cours et est-ce qu'on en a discuté? Est-ce qu'on en a discuté au Collège des procureurs généraux et plus particulièrement, est-ce que entre vous et votre collègue de Manet, a-t-on parlé des instructions qui étaient en cours dans les deux arrondissements? Est-ce qu'il y a eu des contacts entre vous-même et M. de Manet? Les deux, dans quel dossier? Dans le dossier? En fait, dans l'arrondissement de M. de Manet, il y avait également une enquête en cours, il y avait une enquête en cours chez vous. Est-ce qu'il y a eu des contacts ou des entretiens à ce sujet entre vous deux? Jamais, par le fait que notre attention n'a jamais été attirée. Mais si notre attention avait été attirée, on aurait eu les contacts indispensables. Collega Van Deurzen. Ik had graag uw mening eens gehoord over het fenomeen dat we toch demander votre avis sur un phénomène que nous constatons ici, à savoir que les policiers, dans le cadre d'un vol dont le juge d'instruction est saisi, ce juge d'instruction ordonne une perquisition et décide de profiter de cette perquisition pour enquêter sur un certain nombre d'autres aspects. Vous avez une perquisition pour vol et un certain nombre de gendarmes suggèrent, par l'intermédiaire du parquet, de profiter de cette occasion pour enquêter sur d'autres délits possibles. Alors, je serais intéressé de connaître votre avis sur une telle technique, à savoir passer d'une enquête à l'autre. Mais je voudrais aussi poser une question plus générale. Est-ce que c'est habituel que l'on utilise une autre enquête et que l'on vienne demander à un juge d'instruction qui ne connaît peut-être pas la portée ou les intentions des policiers d'utiliser cette possibilité pour rassembler des informations? Le terme « profiter » en français ne me paraît pas convenir. Ouais, non. Mais le terme « profiter » ne me paraît pas convenir. Il est assez fréquent qu'une perquisition ait lieu dans tel dossier pour tel fait bien précis, mais qu'à l'occasion de la perquisition, on découvre d'autres choses. Oui, ça c'est une autre chose. Mais maintenant, on a dit, enfin, il y a un texte qui dit, bon, écoutez, monsieur le juge d'instruction, on veut un peu profiter de l'occasion pour aussi voir si... Mais ça existe, ça se passe souvent que l'homme de police fait... Non, je ne crois pas qu'il faut que les choses soient claires. Hein. Oui. Il faut que les choses soient claires, notamment à l'égard du juge d'instruction. Sinon, le juge d'instruction délivre un permis de perquisition sur de fausses données, enfin, je crois. Et si mais ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est le fait que, à l'occasion d'une perquisition, on découvre d'autres choses et que le substitut du procureur du roi qui assiste à la perquisition prend directement des réquisitions orales à l'égard du juge d'instruction en disant « et je vous saisis encore de ça en plus ». Donc là, la procédure est régulière. Mais... Collègue de Crolly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, vous nous avez dit tout à l'heure que lorsque étaient traités à Liège des dossiers particulièrement délicats, en général, vous en assuriez une supervision. Vous avez peut-être alors un souvenir ou une idée de ces gros dossiers ou de ce gros dossier? Je ne vous entends pas bien, monsieur de Crolly, je m'excuse, mais... Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas le seul, paraît-il, d'après... Mon problème dans cette salle, c'est que si j'enlève mon casque, je ne vous entends plus non plus. Ah là là. Mais je le remettrai quand j'aurai terminé. Donc, vous nous avez souvent dit, vous nous avez dit tout à l'heure que lorsqu'un dossier était particulièrement délicat, vous en assuriez une supervision. Oui. Tout à l'heure, le responsable de la gendarmerie qui vous a précédé nous a expliqué que, en termes de gestion des ressources policières liégeoises, à un moment donné, il avait été décidé de
réorganiser les choses et de réduire le potentiel policier liégeois en place sur le dossier Julie et Mélissa. Et il a évoqué, mais sans être très précis, d'autres dossiers qui étaient assez importants à l'époque et qui ont nécessité une réallocation des ressources, je vais dire. Est-ce que vous avez souvenir de cela? Cellule Coles. Pardon? C'est la cellule Coles, où là, il y a eu à un moment donné une diminution des effectifs, mais diminution d'effectifs demandée par le juge d'instruction. Donc voilà, je n'ai fait que, dans le cas de la cellule Coles, je n'ai fait que faire droit à la demande. Mais il y a eu une diminution d'effectifs à la cellule Coles, à un moment donné. Ah oui, mais ma question ne portait pas exactement là-dessus. Ma question portait sur, au contraire, d'autres dossiers qui, on l'imagine alors probablement, sont montés en puissance du point de vue des effectifs policiers mobilisés sur eux, à un moment où, pour ce qui concerne le dossier Julie et Mélissa, on aurait jugé indispensable de réaffecter les énergies ailleurs. Et comme il devait probablement s'agir de dossiers importants, vu l'enjeu Julie et Mélissa par ailleurs, je me dis que probablement vous avez dû avoir connaissance de ces dossiers-là. Non, je n'ai pas été mis en connaissance de la cellule et du fonctionnement de la cellule. Julie et Mélissa, donc, toujours. Et alors, si vous voulez mon opinion sur la notion même de cellule, je suis un peu perplexe. Je crois qu'en fait, c'était une mise en commun, peut-être, des éléments policiers dans ce dossier. Mais si je vise mon expérience dans la cellule Coles, il est clair que dans la cellule Coles, nous avons mis ensemble dans les mêmes locaux des services de police différents qui travaillaient sous la direction d'un seul juge d'instruction, Madame Nancia, et avec un chef de cellule désigné par Madame Nancia. Donc là, pour moi, c'est une véritable cellule, si vous voulez, tandis qu'ici, je m'interroge, mais je n'étais pas au courant de la création et du travail qui se passait à Grasse-Sologne. Collègue Herzeg. Je n'ai pas terminé. Est-ce que vous avez eu, monsieur le procureur général, au cours de votre carrière, connaissance de tentatives de corruption ou de tentatives d'approche de magistrats liégeois ou d'avocats liégeois par des gens qui souhaitaient les soudoyer pour obtenir un résultat voulu à un procès donné? Non, je crois que je peux vous répondre que non. Et ce que je puis vous répondre aussi, c'est que s'il y avait eu ne serait-ce que des tentatives de corruption, je crois que, je l'espère en tout cas, que j'aurais été tenu au courant de ces cas graves. Je n'en ai pas connaissance. Mais c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a détection, on en réfère à votre autorité? Ah, en tout cas, je voulais être au courant, pas de tous les dossiers, mais de tous les dossiers importants. Et en cas de tentative de corruption, de choses de ce genre, vous êtes prévenu et comment les choses se passent formellement? Là, vous me demandez une réponse sur une question générale. J'aimerais bien évidemment, s'il y a un dossier particulier, que vous me le citiez, parce que les tentatives de corruption, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est fort vague. Non, mais si c'est un dossier qui présente un cas, une situation grave ou un caractère de gravité, je voulais être tenu au courant. Mais quel est le caractère de gravité? Ça dépend de chaque cas particulier, bien entendu. Vous ne pouvez pas examiner tous les dossiers du parquet général de Liège, mais mes magistrats savaient que s'il y avait, selon eux, un certain caractère de gravité, qu'ils devaient m'en parler. Collègue Herzeg. Oui, monsieur le procureur général, je voudrais votre avis sur un point un petit peu particulier. Admettons que le ministre vous demande de rédiger un rapport à l'effet d'éventuelles sanctions disciplinaires, propriété bien entendu du ministre. Vous croiriez-vous autorisé à donner copie de ce rapport à un des acteurs intéressés par cette enquête? C'est le caractère confidentiel. Vous voulez parler du caractère confidentiel? Oui, est-ce que vous donneriez copie de ce rapport? Vous savez, jusqu'à preuve du contraire... Est-ce que ça entre dans votre appréciation personnelle? Expliquez-moi un peu ce que vous auriez fait dans le cas d'espèce. Oui. Ben, c'est-à-dire que, en fait, lorsque je réponds à une demande, je crois que c'est le destinataire qui en est propriétaire de ma réponse. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, il faut voir quel est le caractère confidentiel ou pas, parce que, vous savez, à l'heure actuelle, en fonction des droits de la défense,
on estime de plus en plus que la transparence doit jouer. Et que, par conséquent, je suis assez d'accord aussi pour que cette transparence joue à tous les niveaux. Ben là, c'est une appréciation personnelle. Vous savez, dans le temps, comme je disais, on montait des dossiers disciplinaires contre des magistrats ou que sais-je, ou des officiers de police judiciaire, sans qu'ils le sachent, à la limite. Et c'est lorsqu'on arrivait en fin de compte, en finale, qu'on leur disait, ben, vous savez, il y a une action disciplinaire, sauf les fuites, bien entendu, il y a une action disciplinaire contre vous. Je crois que ce temps-là est révolu, qu'il faut permettre tout de même à ces personnes, dans le cadre des droits de la défense, de pouvoir avoir connaissance de certains éléments. Merci, monsieur le procureur. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser encore une question? Oui, monsieur De Crolly, avant de rentrer dans le huis clos. Monsieur le procureur général, je me permets de revenir sur une question qui vous a été posée tout à l'heure, parce que je suis quand même un peu perplexe par rapport à votre réponse. Et je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris la question. Il ne s'agissait pas de savoir si vous connaissiez Nioul ou si vous aviez jamais eu un rapport avec lui, mais il vous a été demandé si vous en aviez déjà entendu parler. Et moi, ça me paraît étonnant que vous n'en ayez jamais entendu parler, en tout cas pas avant le 17 août 96, quand on sait que c'est un bonhomme qui a tout un passé, qui a déjà fait l'objet d'une série... Jamais à Liège. Jamais à Liège, n'est-ce pas? Parce que c'est un type qui est cité comme indicateur ou comme informateur de police, qui aurait été mêlé à certains milieux politiques, policiers. Enfin, c'est pas le genre de bonhomme qui court les rues. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'un gars pareil, il doit être épinglé, et pas seulement dans l'arrondissement où il est le plus souvent en activité. Monsieur De Crolly, j'ai prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. J'ai répondu d'une façon sereine, mais ferme, à la question qui m'a été posée, aux différentes questions qui m'ont été posées. Je les confirme totalement. C'est à vous de juger si vous devez mettre en balance l'article d'un journaliste et ma parole donnée sous serment. Je n'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne Nioul et je n'ai rien d'autre à ajouter. Je ne le connais pas, je n'ai jamais eu aucun contact et je n'ai jamais rien eu, ni de près, ni de loin, avec ce monsieur. Et je le confirme. Mes chers collègues, je crois que nous rentrons maintenant dans le huis clos qui a été demandé par M. Gillet.